Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va changer un peu d'habitude, puisqu'on va être sur le principe du question-réponse. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui suivent les vidéos et qui posent des questions pertinentes. Donc j'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes sur certaines vidéos et d'y répondre directement en vidéo. Moi je tenais à vous remercier parce que la chaîne est en train de se rapprocher des 500 abonnés. Ça fait super plaisir. Vous êtes en train de péter les scores au niveau des likes, des commentaires, des abonnements. Franchement, ça fait kiffer. Quand je me rends sur mon YouTube Studio, que je l'ouvre et que je vois ça, ça fait hyper plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc je tenais vraiment à vous remercier, à tous ceux et toutes celles qui suivent la chaîne et qui me poussent à toujours pousser mes recherches plus loin et à toujours m'améliorer. Merci à vous, ça fait hyper plaisir. En dernière partie de la vidéo, je ferai un petit peu une présentation personnelle et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je m'intéresse aux reptiles et plus particulièrement aux serpents, pourquoi est-ce que j'étudie ces animaux-là et quels sont un petit peu mes projets dans l'avenir, que ce soit pour la chaîne ou dans le privé, parce que je compte bien un jour pouvoir travailler de ma passion, à savoir les serpents. Alors, pour m'aider dans cette vidéo, du coup, j'ai les commentaires sur mon autre téléphone. Je vais vous les mettre en capture d'écran sur la vidéo, comme ça vous pourrez les lire. Et puis, c'est parti. La première question qui vient de Je m'en bats les glaouis 3541, sympa ton nom au passage, qui me demande pour le poids des pitons, c'est aussi leur biotope qui rentre en ligne de compte, non? Comme les anacondas vivent dans l'eau, ils portent moins leur poids, je suppose. Alors, pour répondre à cette question en essayant de faire que ce soit le plus compréhensible possible, je vais utiliser des termes qui sont un petit peu des barbarismes, mais qui vous permettront de mieux comprendre ce que moi personnellement j'en pense. Et ce que m'a donné... ce que m'a apporté comme réponse mes recherches à ce sujet-là. Premièrement, je m'en bats les glaouis 3541, tu ne peux pas comparer le poids des pitons et des anacondas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des espèces de genres complètement différents. Si tu veux faire un comparatif, il faut que tu prennes des espèces de genre, enfin du même genre. Voilà, il ne faut pas chercher le pourquoi du comment, c'est comme ça. Si tu veux comparer, compare ce qui est comparable. Ta question en fait ça reviendrait à dire le gorille est plus lourd que l'être humain, c'est une adaptation à son environnement. Alors on est sur deux primates, mais on n'est pas du tout sur le même genre et on est carrément... Enfin on ne peut pas comparer ça. Donc on va prendre, pour répondre à ta question, des espèces du même genre. Je vais rester sur les anacondas, je vais te prendre Eunectes murinus et Eunectes noteus. Eunectes murinus, serpent reconnu comme étant le plus lourd du monde, a l'habitude, lui, de vivre dans des milieux beaucoup plus ouverts. Les prairies inondées, les fleuves, les abords de rivières, on en croise en forêt, mais généralement c'est des juvéniles ou des adolescents, et on a plus tendance à croiser des gros adultes en milieu ouvert. Eunectes noteus, l'anaconda jaune, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus petit, va taper dans les 3,50 m, mais est plus petit parce qu'il va évoluer aussi dans des milieux beaucoup plus restreints. Lui va avoir plus tendance à évoluer en milieu forestier justement. Donc là on peut dire que oui, la morphologie de ces deux espèces là est due à ce qu'on appelle la pression évolutive environnementale. Ils se sont adaptés à leur environnement, d'accord? Eunectes murinus, c'est un serpent qui chasse en embuscade, donc son poids va lui permettre d'être lesté plus facilement au fond de l'eau et de pouvoir s'embusquer plus facilement. Et pour Eunectes noteus, qui lui aussi est quand même sacrément aquatique, et ben, sa petite taille va lui permettre de pouvoir se planquer entre les racines des mangroves sous l'eau et pouvoir se cacher des prédateurs. Voilà, pour vous donner une idée. Ok. Après, les pitons, en soi, sont plus légers que les anacondas, mais parce qu'ils appartiennent à une classe et à un genre totalement différent. C'est pas du tout la même chose. Par contre, la question de morphologie en fonction des biotopes, pour moi, c'est pas une réponse universelle. Je te prends un autre exemple. Là, tu as un python de Séba, donc un serpent qui vit en Afrique, Python sebae, et là, tu as un python molurus, Bivitatus, qui vit lui en Asie. On est sur deux biotopes qui sont radicalement différents, et pourtant, on a affaire à deux serpents qui sont des colosses, entre 5 et 6 mètres chacun, et quand on regarde la morphologie, elle est quasiment similaire. Pourtant, Python de Sebae a l'habitude de vivre dans un biotope beaucoup plus sec et Python molurus bivitatus dans un biotope beaucoup plus humide. Pareil, Python sebae est un serpent qui est beaucoup plus
terrestre, même si on en a déjà vu nager sans problème et même s'embusquer dans l'eau. Et Python molurus bivitatus, lui, va avoir plus de facilité à accéder à la flotte. Donc en fait, la morphologie en fonction du biotope, c'est pas une réponse universelle. C'est une adaptation évolutive qui va être présente par rapport à une pression environnementale. C'est-à-dire que si l'animal a dû s'adapter à un milieu qui est plus restreint, plus fermé, effectivement, la taille va réduire. Par contre, si on est sur un milieu beaucoup plus ouvert, ben là, la taille va augmenter. Exemple très concret, le python réticulé. Malaeopython reticulatus a des sous-espèces qui sont dites naines, mais parce qu'elles vivent sur des îles dans l'archipel indonésien, où les proies sont de plus petite taille et moins abondantes. Donc elles se sont adaptées. Donc ce qui va dans un sens, va dans l'autre. Et c'est pour ça que tu as une différence morphologique aussi au niveau des genres de serpents. Parce qu'ils se sont adaptés du mieux qu'ils pouvaient à leur milieu. Et du coup, ben, la morphologie qu'on retrouve à l'heure actuelle est celle qui leur permet de survivre. Et inversement, si l'animal a peu de prédateurs dans la nature, ben forcément, il va prendre une place beaucoup plus élevée dans la chaîne alimentaire. Par contre, s'il a beaucoup de prédateurs, ben là, ça va devenir compliqué pour lui. Et quand tu regardes tous les serpents géants, au stade juvénile et adolescent, j'appelle ça comme ça, adolescent, ils vont avoir une chier de prédateurs. Par contre, une fois atteint l'âge adulte, ils vont avoir très peu de prédateurs, voire dans certaines régions, pas du tout. Je vais te prendre l'exemple, encore une fois, de Python de Séba. Une fois taille adulte, t'as que les lions qui osent s'attaquer à lui, et encore, ils aiment pas trop s'y frotter. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis que le biotope, pour moi, n'est pas un facteur universel. En fait, il fait partie des nombreux facteurs qui vont faire qu'une espèce va être plus ou moins grande et plus ou moins lourde. Voilà, pour moi, c'est ça la réponse en fait à cette question-là. Mais n'oublie pas, compare ce qui peut être comparé. Donc si tu veux faire des comparatifs, prends des espèces du même genre et là tu auras une comparaison qui sera valable. Ok ? J'espère avoir répondu à ta question et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, la deuxième question qui nous vient de Aenarion Gaz. Donc je te salue Aenarion. Qui nous dit: tu préconises quelle fréquence de nourrissage pour des serpents en général? J'ai une Morelia spilota Sheinei qui doit avoir 15 ans maintenant, que j'ai jamais trop nourri et ça a l'air de lui réussir. En y repensant, une souris par semaine qu'on m'a souvent préconisé, c'est vraiment pour entretenir le commerce. Merci pour la vidéo. Merci à toi déjà pour ta question, ça fait super plaisir. Alors, une souris par semaine. Moi qui ai commencé la Terrario il y a plus de 15 ans maintenant, c'est pareil, je lisais une souris par semaine, un rat par semaine, et après quand on passait sur des plus grosses proies, c'était une toutes les 3 semaines ou les 4 semaines. En fait, c'est pas une question de commerce, c'est une question d'appréhension de la terrariophilie et de ses animaux. Les premiers serpents à avoir été maintenus en captivité étaient généralement des colubridés ou des petits pythons régus. Ces serpents-là, effectivement, étaient nourris à une souris par semaine parce que c'était le seul moyen que les terrarios avaient de pouvoir les maintenir en bonne santé et dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, on en a appris un petit peu plus sur ces animaux fascinants et on se rend compte, et de plus en plus de monde se rend compte, que nourrir trop fréquemment, ce n'est absolument pas bon. Moi personnellement, pour la fréquence de nourrissage des serpents, ce que je préconise, c'est déjà de s'intéresser à leur biologie et à leur comportement de prédation. Je m'explique. Les serpents, quand ils ont faim, vous allez avoir différents comportements de prédation. Le premier, ça va être la prédation active. Comme certaines colubridés, donc là j'ai des Pantherophis, des Lampropeltis, un Pythiophis. C'est des serpents qui, quand ils vont avoir faim, vont se mettre en chasse. Donc je vais les voir évoluer beaucoup plus souvent dans le terrain, chercher, fureter, enfin, ils vont avoir un comportement qui va changer de quand ils n'ont pas faim. Ensuite, vous avez les chasseurs embusqués. Donc là, on est plus sur du Python régus, du Python Brangersmey, tout ce que j'ai dans la batterie derrière. En fait, là, je vais savoir qu'ils ont faim. Parce que quand ils sont en embuscade, ils vont laisser leur tête dépasser de leur cachette, mais vraiment très peu. C'est-à-dire qu'ils vont laisser passer leur tête pour que dès qu'il y a une proie qui passe à proximité, ils vont taper.
Par contre, s'ils n'ont pas faim, il y a deux solutions. C'est ou je les vois pas du tout parce qu'ils se planquent dans leur cachette et c'est un comportement qui est normal, ou ils vont se balader de nuit et ils vont être tranquilles. Mais c'est à ça que j'arrive à déterminer en fait s'ils ont faim ou pas. Et depuis que j'ai fait ce constat-là, mes serpents n'ont raté absolument aucun de leurs repas. Et je vois que le nourrissage en fait varie automatiquement. Les chasseurs actifs, généralement on est sur une proie de bonne taille, puisque l'histoire des 10%, des machins, des nanis, des nanas, moi j'en prends pas compte. Personnellement je nourris avec un petit peu ce qui passe, c'est à dire qu'il y a un moment donné ça va être une souris de 36 grammes, un poussin, un petit raton. Je vais varier leur alimentation, d'accord, mais j'ai pu constater que généralement on était sur, en période active, un repas tous les 10 à 15 jours pour un adulte avec une proie de bonne taille, et en période un petit peu plus au repos, je suis sur un repas toutes les 3 semaines. Voilà, pour des chasseurs qui sont actifs. Par contre, pour les chasseurs embusqués comme les pitons derrière, des fois ça peut durer longtemps avant qu'ils cherchent à remanger. Là, j'ai une femelle python qui est dans le deuxième étage, donc celui du milieu, qui elle a mangé il y a 3 semaines et qui cherche toujours pas à bouffer. Elle sort la nuit en mode tranquille, pépouse, voilà. Par contre, elle cherche toujours pas à bouffer et morphologiquement, elle est superbe, elle est sublime. Elle est pas maigre, elle est pas grosse, elle est pas grasse. Et là, je peux lui proposer une proie de nuit, elle va pas l'accepter. Par contre, dès que je vais voir sa petite tête en mode je vais attendre que quelque chose passe, là je sais qu'il est temps de lui donner à manger. Donc il faut vraiment s'intéresser au comportement de prédation de ces animaux. C'est ce qui va vous indiquer qu'ils vont être aptes à manger ou pas. Un animal, s'il n'a pas faim, il va pas manger. Sauf pour certaines espèces, et là c'est des goinfres, comme le Moralia spilota que j'ai derrière. Lui c'est un goinfre, je pourrais lui donner à manger toutes les semaines des rats de 250 grammes, il les boufferait. Le Bronger's May que j'ai en bas, c'est pareil, c'est un goinfre. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de ce comportement. Ensuite, tenez compte de la condition physique de vos animaux. Si vous voyez qu'ils sont en bonne condition physique, c'est que vous avez bien la main au niveau du nourrissage. Si vous voyez qu'ils commencent à devenir trop gras, c'est que vous nourrissez trop, en trop grande quantité ou trop riche. Si vous voyez qu'ils commencent à devenir trop maigres, c'est que vous nourrissez à des fréquences qui sont trop espacées ou avec des proies qui ne sont pas adaptées. Autre exemple, le poussin. Alors le poussin de temps en temps c'est bien, mais sur des animaux qui sont habitués à manger du mammifère ou du reptile, ça va pas forcément être assez nourrissant. Donc n'hésitez pas à varier l'alimentation, c'est hyper important. Mais moi vous voyez, j'ai mes serpents qui vont super bien. C'est des animaux qui se sentent bien dans leur tête, bien dans leur peau, parce que je les emmerde pas et je les respecte du mieux que je peux, j'en prends soin. Et du coup, j'ai absolument pas de problème. Donc, la taille des proies, moi personnellement, je leur donne des proies qui vont réussir à manger sans problème. Mais des fois, il y a des proies plus grosses, des fois, il y a des proies plus petites. Je vais pas me maintenir à 10% du poids de corps, nanani, nanana. Non, dans la nature, ces animaux-là, ils vont manger ce qui va leur passer sous le pif. Alors, je suis d'accord qu'en terrarium, on ne peut pas leur donner la même activité physique qu'en nature. Par contre, un terrarium bien aménagé va leur permettre de pouvoir avoir une activité quand même bonne. Voilà. C'est sûr, si vous mettez qu'une branche, une cachette et puis c'est tout, le serpent, l'activité, vous en aurez zéro. Donc il faut vraiment diversifier. Des branches, des cachettes, des rochers, même creuser des petits terriers. Enfin, il faut vraiment varier l'environnement de votre serpent et vous allez voir qu'il est quand même assez actif. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de se renseigner sur la biologie et le comportement de ces animaux. Et c'est pour ça que je pousse personnellement mes recherches sur la biologie et le comportement de ces animaux pour en apprendre un maximum et pouvoir les maintenir dans des conditions qui sont correctes. D'accord ? Donc voilà, Aérion Gaz, j'espère avoir répondu à ta question. En attendant, si ta Moralia qui a 15 ans se porte super bien, eh ben continue comme ça, c'est que tu es sur le bon chemin. Te casse pas trop la tête avec ça. Tu vas voir que de toute façon, ça se constate assez vite quand un animal a faim ou pas. Donc je vais me présenter, c'est un exercice qui est pas simple et je vais essayer de faire au mieux. Alors moi je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans et j'ai toujours été un amoureux des animaux, du vivant, du monde du vivant. Ça a commencé petit, alors avec les dinosaures, et j'ai lu énormément de bouquins sur la paléontologie. Et dans ma bibliothèque perso, j'ai énormément de bouquins. Quand j'étais gosse, je voulais devenir paléontologue, mais la vie a fait que ce n'a pas été possible.
bon, je baisse pas les bras, hein. Aujourd'hui j'ai quelques projets au niveau des études que je reprends. Et du coup, ben, je me suis orienté vers les animaux les plus proches de ces dinosaures, à savoir les reptiles. Alors, à l'époque, on pensait que c'était les reptiles. Aujourd'hui, on sait que les animaux les plus proches des dinosaures, et voire même des dinosaures vivants, ce sont les oiseaux. Mais moi, ça a été les reptiles. Et en fait, je suis tombé amoureux de ces animaux parce que j'ai pu en côtoyer étant gamin. Mais en côtoyer en milieu naturel. J'avais une rivière qui passait en dessous de chez moi, une frayère exactement, où il y avait pas mal de couleuvres, de vipères. Et franchement, c'était kiffant de pouvoir les observer. Alors, j'en ai attrapé étant gamin. Aujourd'hui, je suis plus raisonné, je suis plus raisonnable aussi. Et ne capturez pas d'animaux sauvages, c'est interdit et ça leur évitera un grand stress. Mais voilà, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ces animaux, parce que pour moi, c'était ce qui se rapprochait le plus des dinosaures. Et aujourd'hui, ben, grâce à ma femme, je me suis relancé dans la terrariophilie et je fais quelque chose que j'aime. Donc, en faisant ces vidéos-là et en m'occupant de mes animaux, c'est un moyen pour moi de m'évader et d'en apprendre beaucoup plus sur ces animaux qui sont fascinants. Alors, j'essaye de varier au niveau des espèces. Je me suis attelé à donner des conditions de vie qui sont correctes à mes animaux. Donc, je suis, comme je vous l'ai montré, en train de refaire toutes mes installs pour pouvoir leur offrir des bacs naturels superbes et dans lesquels ils puissent s'épanouir. Et c'est pas chose simple. Et c'est pour ça que j'étudie énormément aussi leur comportement, parce que en fonction de leur comportement, ben, j'y vais adapter mon terrarium de manière différente. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de plancher sur le terrarium de mon Morelia spilota qui est juste derrière là. Je vais lui faire un biotope qui est australien, mais je vais pas mettre n'importe quelle plante parce qu'il va me les défoncer. Donc je regarde un petit peu son comportement, tout ça, et j'essaye de voir ce qui pourrait correspondre le mieux. Voilà, donc terrariophile depuis plus de 15 ans maintenant, passionné aussi d'herpétologie et de paléontologie, hein, voilà, c'est deux passions, je kiffe lire ça. Après, mes projets personnels, donc là j'ai pour projet déjà de reprendre mes études. J'aimerais travailler dans la branche de la zoologie, voire de la paléontologie si c'est possible, mais je me concentre essentiellement sur la zoologie. J'aimerais travailler avec tout ce qui est serpents venimeux pour développer des projets, notamment avec des ONG. Donc ça, je vais pas trop m'attarder dessus parce que pour le moment, il n'y a rien de fait et c'est énormément de travail. Mais voilà, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et pour le moment, mes projets personnels sur ma chaîne YouTube, c'est de vous en apprendre un maximum sur les serpents, sur les espèces, sur les genres. Et c'est pour ça que j'ai suivi le conseil de ma femme. Je vous fais des petits shorts la semaine qui vont vous permettre de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ces animaux-là. Alors, je regrette que les shorts ne durent que 60 secondes parce que c'est très compliqué en 60 secondes de faire un résumé, mais c'est un très bon exercice aussi. Et ben voilà, j'essaye de vivre de ma passion. Je vous le dis clairement, hein, je m'en cache pas. Personnellement, j'estime que la vie est courte et que si on la passe à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça vaut pas le coup. Donc j'essaye de faire quelque chose que j'aime, qui a un sens pour moi. Alors pour toutes les personnes qui diront que c'est insensé de maintenir des serpents en captivité, à ça je vous répondrai que c'était insensé de maintenir des chats en captivité, des chiens en captivité quand l'être humain a commencé. Et aujourd'hui personne ne peut s'en passer et tout le monde fait de la merde avec. Enfin tout le monde. 95% de la population fait de la merde avec. Moi personnellement j'ai des serpents en captivité, tous mes terrariums sont sécurisés, tous mes terrariums sont sains, mes animaux n'ont aucun problème de santé, donc je vois pas pourquoi ce serait insensé. Tous les animaux qu'il y a dans ma pièce ont été achetés légalement, toutes les demandes qui devaient être faites ont été faites. Donc je vais vous donner deux exemples. J'ai une Varanus exanthematicus là-haut. J'ai fait une demande à ma DDCSPP avant de pouvoir l'acquérir et j'ai eu les autorisations. Et dans le terrarium qui est là, j'ai un Propeltis californiae qui est passé espèce invasive il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai fait ma déclaration de détention, j'ai eu l'accord de la DDCSPP pour le garder. Par contre, j'ai interdiction de le reproduire, de le céder ou de le vendre. Donc c'est un animal qui restera chez moi jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça ne me dérange pas, c'était le but. Donc les choses sont faites correctement. Le fait d'aimer ces animaux aussi, c'est parce que c'est quelque chose qui me remet à ma place. Ces animaux vous mentiront pas, ils répondront à leurs instincts et on peut pas leur en vouloir. Je me suis déjà fait croquer par certains de mes serpents,
Et je peux pas leur en vouloir, ils répondent à leurs instincts. Et justement, c'est là que je vous dis qu'ils vont remettre à votre place. Ça reste des animaux qui eux, vous permettront pas de faire une erreur. Donc, sur du constricteur de petite taille, ça passe. Par contre, si vous commencez à être sur du constricteur de grande taille ou sur du venimeux, s'il y a une erreur, ça peut être fatal. Donc c'est ça aussi que j'aime chez ces animaux-là, c'est qu'ils vont vous remettre à votre place d'être humain en fait. Ils vont vous remettre à votre place dans le sens où aujourd'hui l'homme croit qu'il est tout en haut de la chaîne alimentaire et qu'il est au-dessus de tout. Sauf que non, on est loin d'être au-dessus de tout. On n'est pas en haut de la chaîne alimentaire. On a placé l'être humain en haut de la chaîne alimentaire dans la tête des gens, mais c'est absolument pas le cas. Et quand vous regardez ces animaux, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ressentent un frisson, qui les trouvent écœurantes, mais moi, quand je les regarde, je vois des machines formidables de l'évolution et des choses qui potentiellement peuvent nous remettre à notre place. Donc, je sais, c'est un état d'esprit qui est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est pour ça que j'adore ces animaux-là. Et c'est pour ça que j'étudie énormément sur ces animaux, parce que je veux les comprendre au mieux. Je veux apprendre à les comprendre. Beaucoup de personnes pensent que ce sont des animaux bêtes. Moi, j'ai eu maintes fois, à maintes reprises, la preuve que ce ne sont pas des animaux bêtes. Ils sont loin d'être cons. Donc c'est pour ça que j'étudie ces animaux avec passion et que j'espère en apprendre plus. Voilà. Après, pour ce qui est projet dans l'avenir, donc je vais continuer à vous sortir des vidéos diverses et variées sur les serpents, vous inquiétez pas. Il y a une seconde chaîne qui va sortir où je vais traiter un petit peu de zoologie, mais plus en général. Donc zoologie, du vivant comme de l'éteint. Ça va être, il y aura de la paléontologie, il y aura de la biologie cellulaire, de l'évolution. Enfin bref, il y aura tout ça. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et ensuite, j'ai un autre projet qui pour le moment je tiens encore secret, mais vous inquiétez pas, dès qu'il sera opérationnel, je vous le dirai et je vous mettrai le lien du site pour que vous puissiez aller jeter un œil. Voilà pour cette petite présentation les amis, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on repart sur une description d'espèces. Alors je sais pas encore laquelle, je vais y réfléchir, mais j'ai envie de vous sortir une espèce un petit peu bizarre, je vais voir. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très vite, merci encore pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, postez-les en commentaire, et si vous voulez qu'on les aborde dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à plus les amis, on se retrouve très vite, ciao.